Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Pharmalamia. Aujourd'hui nous allons essayer d'expliquer le plus simplement la goutte ainsi que ses traitements. Comme ça vous allez retenir tout cela plus facilement. La goutte est une maladie inflammatoire touchant les articulations. Souvent, un patient souffrant d'une crise de goutte va se plaindre d'un gonflement au niveau de son gros orteil qui sera rouge et qui fera très mal. Mais ça concerne aussi d'autres articulations. La cause, c'est une augmentation du taux d'acide urique dans l'organisme au niveau des articulations, causant cette inflammation. L'acide urique n'est pas éliminé par les reins et donc va s'accumuler dans l'organisme. Cela peut être dû à une anomalie génétique ou encore à la prise de médicaments comme les diurétiques ou une chimiothérapie qui diminue l'élimination par les reins d'acide urique. Et enfin, parfois, les reins n'arrivent pas à tout éliminer à cause de l'alimentation, quand il y a un apport excessif en purine et en fructose. C'est-à-dire quand la personne mange trop d'aliments à l'origine de la production d'acide urique. Donc cet acide urique non éliminé, pour ces différentes raisons, va circuler dans le sang en très très grande quantité. Puis cet acide urique va aller au niveau de l'articulation et va s'accumuler pour former des urates de sodium, ou sels d'acide urique au niveau des articulations. Ces sels d'acide urique vont précipiter et former des cristaux. Ces cristaux vont provoquer l'inflammation au niveau des articulations. Et quand on dit inflammation, on pense à douleur, chaleur, gonflement et rougeur. C'est la crise de la goutte. Typiquement, on voit un gonflement au niveau de l'articulation, notamment le gros orteil, et qui va faire très mal et sera rouge. Mais ces amas de cristaux peuvent aussi aller attaquer les os, mais aussi les reins. On parle de calcul d'acide urique d'ailleurs. C'est quand les sels d'acide urique urate sodique sont moins solubles à pH acide que l'acide urique. Du coup, les sels vont précipiter en cristaux et former ces calculs. Et enfin, ces cristaux peuvent aller au niveau des tendons. Qu'est-ce qui se passe si on ne traite pas la goutte ? On aura une augmentation des sels d'acide urique, les urates de sodium, et donc on aura plus de cristaux d'acide urique. Et donc on parle d'hyperuricémie. Les cristaux vont former des amas appelés tophus autour et dans les articulations, des pieds, des genoux, doigts, coudes, poignets. Et on peut aussi les voir au niveau des pavillons des oreilles. Ces tophus peuvent entraîner à leur tour d'autres crises de gouttes qui vont augmenter et à la longue, on aura une destruction de l'articulation. Mais quelle est l'origine de l'acide urique ? Il peut être fabriqué par notre organisme et il se trouve aussi dans notre alimentation. Dans notre organisme, on aura la dégradation d'acides nucléiques en adénosine ou guanosine, à leur tour dégradée en purine, puis en hypoxanthine. Cette hypoxanthine va subir une oxydation par une enzyme appelée xanthine-oxydase en xanthine, et la même enzyme va de nouveau oxyder la xanthine pour avoir enfin l'acide urique. Donc comme on a dit, l'acide urique peut être fabriqué par l'organisme, mais il peut aussi provenir de notre alimentation, et on va le retrouver dans le cacao, les choux, le hareng et les fruits de mer, mais aussi la charcuterie. Maintenant qu'on a expliqué que la goutte est une maladie inflammatoire due à une augmentation d'acide urique non éliminée par les reins, en quoi consiste le traitement de la goutte ? Dans le traitement, on va chercher à soulager la crise de goutte, notamment la douleur. On parle de traitement de crise. Et si la maladie est chronique, on va chercher à diminuer le taux d'acide urique avec le traitement de fond, quand il y a plus de 3 crises par an et quand le taux d'acide urique dans le sang est élevé et est supérieur à 100 mg par litre. On va donc donner dans ce cas-là un traitement de fond pour prévenir d'autres crises. Il faut savoir qu'une seule crise de goutte se guérit d'elle-même au bout de 10 à 15 jours. Mais pour soulager la douleur de l'inflammation, on va donner des anti-inflammatoires tels que la colchicine et les INS. INS, c'est anti-inflammatoire non stéroïdien. Ils vont donc être utilisés dès les premiers signes de la crise. Pour la colchicine est utilisée dans les crises de goutte, mais aussi indiquée dans la péricardite aiguë, c'est-à-dire quand il y a une inflammation du péricarde. Elle agit comme anti-inflammatoire en diminuant l'afflux de leucocytes pro-inflammatoires au niveau des articulations. En plus, elle agit aussi comme antimitotique en inhibant la phagocytose des microcristaux d'urate et permet la diminution donc de production d'acide lactique. Le pH local n'est donc plus acide, mais devient normal. Il n'y a donc pas de précipitation des cristaux d'urate sodique à l'origine de la goutte. En effet, ceux-ci ont besoin d'un milieu acide pour précipiter. Enfin, la colchicine est en fait un alcaloïde issu d'une fleur. Ce qui est vraiment important à savoir et de retenir, c'est que c'est un médicament à marge thérapeutique étroite.
ce qui signifie que toute variation de sa concentration dans l'organisme, même légère, peut éventuellement entraîner des effets indésirables potentiellement graves. En d'autres mots, en gros, la dose thérapeutique de la colchicine est proche de la dose toxique, et donc le maximum qu'on peut donner, c'est 3 mg par jour. Donc si c'est un patient qui se plaint de troubles digestifs comme des diarrhées, des vomissements, des nausées, c'est qu'il y a peut-être un surdosage de colchicine et qu'il faudrait diminuer ou arrêter la prise de colchicine. Il n'y a en plus pas d'antidote disponible à l'heure actuelle et donc on va conseiller de donner la colchicine aussi pendant les repas pour éviter l'intolérance digestive. Donc en résumé pour la colchicine, on va retenir surtout son mode d'action, que c'est un anti-inflammatoire et antimitotique, et qu'il est surtout à marge thérapeutique étroite, donc bien faire attention au surdosage avec maximum 3 mg par jour, ainsi que les signes de surdosage qui sont des troubles digestifs. Concernant les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va principalement avoir l'ibuprofène, le naproxène, mais aussi d'autres, mais bien retenir que l'aspirine est contre-indiquée comme traitement. Maintenant, passons au traitement de fond. Il faut savoir qu'une hyperuricémie ne donne pas forcément la goutte, mais si on a plus de 3 crises par an, avec un taux d'acide urique dans le sang supérieur à 100 mg par litre, touchant plusieurs articulations, on va chercher à diminuer le taux d'acide urique à 60. Le traitement consiste à donner des hypouricémiants. On retient hypo-uricémiant, avec hypo signifiant inférieur et uricémiant signifiant taux d'acide urique dans le sang. Donc ce sont des médicaments qui diminuent le taux d'acide urique dans le sang. Ces hypouricémiants sont l'allopurinol et le febuxostate. Ils sont à donner sur une longue période, voire à vie, et souvent sont associés aux AINS et à la colchicine. Ces hypouricémiants, l'allopurinol et le febuxostate, inhibent la xanthinoxydase. Donc en inhibant la xanthinoxydase, ils empêchent la formation de xanthine à partir d'hypoxanthine et enfin la formation donc d'acide urique à partir de xanthine. C'est comme ça qu'ils diminuent le taux d'acide urique. Mais la différence entre les deux, c'est que l'allopurinol à faible dose inhibe et est compétitif de la xanthinoxydase. Et à forte dose, il est non compétitif de la xanthinoxydase. Le febuxostate, quant à lui, inhibe la xanthinoxydase sans être compétitif, peu importe la dose. Ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien ici, on a notre fameuse xanthinoxydase. Celle-ci permet, comme on a vu, d'oxyder l'hypoxanthine en xanthine, et enfin la xanthine en acide urique. À forte dose, l'allopurinol agit comme le febuxostate, c'est-à-dire qu'il inhibe directement l'enzyme, donc celle-ci ne peut plus oxyder ni l'hypoxanthine ni la xanthine en acide urique. À faible dose, par contre, c'est différent. On a une inhibition compétitive. L'allopurinol a une structure chimique analogue des purines, contrairement au febuxostate. D'ailleurs, on entend allopurinol, donc purine, donc vient de purine, contrairement au febuxostate. C'est-à-dire que la structure chimique de l'allopurinol ressemble à celle de l'hypoxanthine. Il y a juste un azote placé différemment. Donc comme sa structure ressemble à celle de l'hypoxanthine, quand on prend de l'allopurinol par voie orale, la xanthinoxydase va oxyder l'allopurinol au lieu de l'hypoxanthine. Donc l'hypoxanthine ne sera pas oxydée pour avoir de l'acide urique et donc on aura de cette façon moins d'acide urique. C'est pour ça qu'on parle d'une inhibition compétitive. L'allopurinol rentre en compétition avec l'hypoxanthine pour la xanthinoxydase et être oxydé à sa place. Et en plus, l'allopurinol va être oxydé par la xanthinoxydase en oxypurinol. Celui-ci même inhibe aussi de manière directe l'enzyme. Donc on a deux inhibitions. Une inhibition indirecte et une inhibition directe par l'oxypurinol. Donc ici on revient à notre schéma initial. L'allopurinol à forte dose et le febuxostate inhibent directement l'enzyme. Mais à faible dose, l'allopurinol va empêcher la production de l'acide urique de deux manières. L'allopurinol est oxydé par la xanthinoxydase à la place de l'hypoxanthine et par ailleurs l'oxypurinol qui est produit lui-même inhibe l'enzyme comme on a vu. Par ailleurs, important de retenir qu'il ne faut jamais les donner quand il y a une crise, qu'il faut faire attention aux insuffisants hépatiques et insuffisants rénaux pour l'allopurinol et aux insuffisants cardiaques pour le febuxostate. Et il faut aussi savoir que l'allopurinol peut donner des troubles digestifs et donc on va privilégier de le donner plutôt au repas, contrairement au febuxostate qui peut être donné hors ou avec repas. Et enfin, pour info, l'allopurinol est aussi indiqué dans le cadre de leucémie et polycythémie. Autre que les hypouricémiants, on a les uricosuriques avec le probénécide. Le probénécide n'est utilisé qu'en deuxième choix
s'il y a une intolérance avec l'allopurinol, c'est-à-dire quand il y a une toxicité hépatique. Donc là, à ce moment-là, on donne le probénicide. On retient uricosurique avec urique qui vient de urine. Et donc là, on cherche à augmenter le taux d'acide urique dans l'urine et donc à l'éliminer par les reins. Et on a enfin une forme recombinante de l'uricase ou urate oxydase, c'est la rasburicase. On entend dans rasburicase, uricase. Donc pour retenir sur quoi elle agit, c'est dans son nom. Elle agit sur la rasburicase, agit sur l'uricase. Elle sera utilisée dans le cadre du traitement ou de la prévention d'une hyperuricémie consécutive à une chimiothérapie. Et donc la rasburicase va oxyder l'acide urique en allantoïne qui sera éliminé par les reins dans les urines. Voilà, on a fini avec les traitements. Petite info supplémentaire, parfois on pourrait retrouver les corticoïdes dans le traitement de crise, mais les plus indiqués restent la colchicine et les INS dans les traitements de crise. Par ailleurs, le traitement qui soit de crise ou de fond en association avec le traitement de crise doit être associé à une alimentation pauvre en aliments riches en acide urique. Donc, comme on a vu, donc les harangues, le cacao, qui est présent dans le chocolat malheureusement, la charcuterie, etc. Voilà, c'est enfin fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à laisser un commentaire et me dire si d'autres sujets vous intéresseraient. Et à bientôt dans la chaîne Pharmalamia.